Ah là là. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir Marion Pasquier. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, je voulais redire aux auditeurs, en fait, on a eu un échange toutes les deux et franchement, je t'ai proposé direct de venir pouvoir parler de tes expériences pour les auditeurs parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, être intéressés ou intrigués par tes sujets. De mon côté, tu es un peu la personne qui m'a aidé à mettre des pièces de puzzle entre des sujets que j'arrivais pas à rassembler, donc je suis vraiment ravie. Je sais que c'est pas un exercice facile et donc du coup on va y aller cool et ça va bien se passer. Alors déjà Marion, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Mhm. est-ce que tu peux nous retracer un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé donc à être coloriste en industrie? Ok. Bon, alors, je m'appelle Marion Pasquier. Moi, j'ai suivi des études d'ingénieur en chimie à l'origine, mais ce qui a toujours guidé ma passion, c'est les couleurs, le monde des couleurs. Et en réfléchissant à la préparation du podcast, je me suis dit, mais en fait, mais depuis que je suis toute petite, moi, j'aime être entourée de couleurs. J'aime m'habiller en couleurs. J'aime, comme je t'avais dit pendant la préparation, il y a rien qui me faisait plus plaisir que de rentrer dans un magasin de loisirs créatifs et d'être au milieu des pastels, juste pour le plaisir d'y être. Et bon, à l'issue de ça, quand j'ai commencé mes études au collège, la chimie, voilà, le premier cours de chimie, quand j'ai découvert que on pouvait mettre une goutte de quelque chose et que ça devenait jaune et que ça devenait bleu, et enfin voilà, c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup plu. Et en parallèle de ça, voilà, je fais partie d'une famille qui m'a permis de énormément voyager, de voir beaucoup de musées, et d'avoir cette sensibilité à la peinture, à l'art et à l'interculturel. Et donc, aussi loin que je réfléchisse, je me suis toujours demandé, mais d'où viennent les choses, comment elles ont été fabriquées et comment les gens faisaient avant. C'était un peu mon guide. Et donc voilà, après la vie a fait que bah, j'ai choisi de faire des études de chimie en, en étant, enfin déjà scientifique plutôt, on va dire, au Hmm. lycée, en étant toujours persuadée qu'un jour je ferais un peu un métier artistique. Vous voyez, j'aimais bien restauration de patrimoine, restauration de tableaux, ce genre de choses, ça me disait bien. Mais bon, j'ai fini par trouver une école d'ingénieur qui me permettait d'avoir comment dire, une approche très concrète en fait des métiers de la chimie, qui s'appelle l'ITEC, l'Institut textile et chimique de Lyon. Donc ça permettait de pas faire que du théorique et de vraiment mettre les mains dans le cambouis. J'ai besoin de passer par l'expérimentation en fait Ouais. pour vraiment bien apprécier les choses. Et voilà. Et c'est à l'ITEC que j'ai découvert le cours de colorimétrie. Et là, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc c'est sûr qu'il y avait sûrement des filières un peu plus précises pour les gens qui veulent devenir vraiment coloristes. Mais moi, ce cours de colorimétrie m'a dit, mais en fait, je veux faire ça et l'appliquer à tous les autres secteurs que j'apprends à l'école. À savoir le cuir, le textile, même les matériaux plastiques, pourquoi pas. En fait, ça me servait de fil rouge, quoi. Donc à partir de là, j'ai essayé d'orienter tous mes stages en école dans ce secteur-là. Et le premier stage étant un stage technique qu'on devait faire en deuxième année, pour lequel j'ai un peu bataillé. Et j'ai réussi à avoir un stage chez Couleur de Plantes à l'époque, à Rochefort. Pour la petite anecdote, je me promenais dans les couloirs de l'école et j'ai vu le poster d'une fille qui avait fait son stage là-bas. Moi, je connaissais pas. Et là, j'ai vu qu'on pouvait sortir des colorants à partir des plantes et que enfin, vraiment, je me suis dit, je veux aller là-bas. Je sais pas d'autre argument. Donc on a reçu d'ailleurs Anne de la Ouais. Sayette, je remettrai le lien de Mmh. l'épisode en dessous. Mais d'accord, donc couleur de plante, premier stage, bon franchement, tu as Voilà. déjà un pied bien où il Donc faut. j'étais chez Couleur de Plante avec Monsieur Brenac. Et donc c'était un stage de 2 mois, je crois, vraiment technicien. J'ai travaillé sur la Garance et le Génipa dans les gels cosmétiques. Voilà, j'étais très expérimental, ça m'a bien plu. Et après, bon, en troisième année, il a fallu rentrer un peu plus dans le rang avec un stage un peu plus industriel. Et là, j'ai travaillé dans une entreprise de peinture, une grande entreprise de peinture, où je faisais pas de colorimétrie pure, mais je travaillais à la colorimétrie, enfin, dans le service colorimétrie. J'ai mis au point une méthode de calibration
pour les bases à teinter. Enfin, voilà, on expliquera peut-être un peu De plus toute tard. façon, Après, on c'est un va peu plus tout technique. expliquer, ouais. Donc voilà, ça a continué à me guider jusqu'à mon premier emploi où là, j'ai aussi, il fallait faire de l'expérience. Donc je suis restée dans la peinture, moins dans la couleur, mais j'ai continué. Et bon, au fil de mon parcours professionnel, je me suis quand même rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était travailler la couleur, chercher les teintes. Et je suis toujours à la recherche de ce lien entre ma sensibilité à la couleur, le fait que j'aime la voir autour de moi, que j'aime la matérialiser, comprendre comment est-ce que je peux voilà, l'appliquer sur un textile, sur une peinture, et puis rendre la chose, j'allais dire belle, mais c'est pas ça, c'est juste, je sais pas, ça me fait ressentir des trucs, moi, la couleur. Donc, Ouais. je m'en entoure le plus possible, je me sers de ça pour me différencier, voilà. Ouais. Bon. Ça, c'est des sujets qu'on a abordés aussi dans Ouais. des épisodes de podcast, tu sais, de la sensibilité de chacun par Mm, rapport à des couleurs et certaines couleurs qui procurent des émotions à certains et pas à mm. d'autres. C'est l'épisode d'Alexa Mérès, je le redis Je le parce note qu'il parce que... a, ouais, il a cartonné cet épisode parce qu'en plus, elle est art thérapeute. D'accord. Et elle a fait des expériences incroyables et ça continue, on reste en contact, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Il n'y a pas forcément de nom derrière tout Mhm. ça, mais effectivement, la couleur fait quelque chose et la couleur végétale, avec sa flamboyance, Ouais. procure aussi d'autres, Ouais, d'autres. ça nous procure des choses à nous, et moi je trouve que ça procure des choses aux autres, sauf qu'ils se rendent pas forcément compte, et ça modifie la perception des gens, que les gens ont de nous, parce que ils ont l'impression, je sais pas, on est solaire, alors que pas forcément, juste on C'est la... s'entoure Ouais, on se d'un part de pouvoir couleurs. particulier. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont demandé de travailler ça, de recevoir des invités sur, tu sais, la colorimétrie, Ah, comment mais la c'est façon dont génial, tu ouais. t'habilles, ou dans le feng shui, ou Ouais. machin, toutes les. Bon, c'est un autre débat, mais oui, je pense que ça titille et ça intéresse pas mal de monde. Mm. Bon, là, on revient On plutôt, revient. on revient terre à terre et Donc, on abordera chaque point. Donc, du coup, après ce stage-là, enfin, ce premier emploi dans la ouais. peinture. Donc Qu'est-ce que j'ai fait pas tu... mal de qualité. Après j'ai travaillé, bon j'ai déménagé, bref la vie. Hum, Et bon, quand je suis revenue m'installer sur Lyon, j'étais assez déterminée à vouloir faire de la couleur, bon, après ce que je trouvais. Et j'ai été embauchée dans une entreprise qui faisait de la coloration plastique. Donc en effet, au départ, c'était pas forcément mes valeurs environnementales, ce genre de choses, mais ça m'a permis de vraiment déjà me rendre compte que j'avais un œil coloriste, qu'on appelle l'œil coloriste, et je sais voir les nuances, voilà, et que bah, j'étais tout à fait capable de mettre à la teinte et d'apprendre toute la difficulté de choisir les bons pigments, les bons colorants, de faire la bonne formulation, de mettre en œuvre, de se servir d'une extrudeuse et d'une presse injectée, et voilà. Donc là, j'ai beaucoup appris. Et bon, ensuite, à la vente de l'entreprise, j'ai changé et j'ai travaillé dans le monde de l'univers du textile, où je mettais à la teinte les... Donc pareil, j'étais coloriste et je devais mettre à la teinte les boucles pour l'univers de la lingerie. Donc je ne Génial. travaillais pas le textile en lui-même, puisque la boucle, Mmh. c'est un métal qui est recouvert d'un plastique, mais c'était une mise à la teinte différente. C'était de la teinture cette fois-ci. Donc pareil, c'était Ouais. super intéressant. Ça me fait penser Voilà. à l'épisode qu'on avait enregistré avec Naturaphile, Mhm. Stéphanie Colombo, qui travaillait, tu sais, donc des parures de sous-vêtements en couleur végétale et D'accord. qui m'a parlé pour la première fois de cette fameuse boucle Ah. et de ces fameux accessoires en Bon, lingerie qu'on oublie. mais oui, Mais parce pareil, que ils ont un rôle à jouer et les voilà, on gens se les rendent pas oublie. compte Donc, quand ils achètent un soutien-gorge rose fluo que bah il y a quelqu'un qui a réfléchi à comment faire le rose fluo sur la petite boucle c'est ça. qui Là, sert ici, à... sur les Voilà, bretelles, là. Ouais, exactement. d'accord, ok. Ouais, bon, bah, donc on est Mm. raccord. Donc, voilà, on en parlait avec Stéphanie Colombo. Je lui fais un petit clin d'œil parce que c'est vraiment elle qui m'a sensibilisée là-dessus. Est-ce qu'on a encore une expérience ou on rentre dans Et ben le là, dur, là? après, voilà, c'est ma On rentre dernière dans le dur. expérience en couleur. Donc, Voilà. pour les auditeurs, ils vont vite comprendre, rien que par cette introduction, que tu touches à plein de sujets qu'on a été explorés. Donc, peinture, plastique,
textile, la colorimétrie, j'en entends partout Ouais. parler, sauf que très clairement, tu nous as aussi parlé formulation. Et ce que je te propose en fait, c'est de revenir en détail sur chacun des Mhm. termes pour qu'on les clarifie une bonne fois pour Ok. toutes, pour les auditeurs et aussi pour moi, parce que voilà, moi, tu sais que j'essaye de faire la couleur végétale en 360, donc Mhm. sur différents domaines d'application. Toi, t'en couvres déjà pas Mhm. mal à toi toute On n'a seule. pas beaucoup de végétal, plutôt, je vais plutôt parler de la partie industrielle et un peu moins Oui, mais ça va nous aider. Ça va la nous couleur, je aider. pense que. Mm. Ça va nous aider et on verra à la fin aussi le côté artisanal et Ouais. ça on le garde pour après. Je laisse prise. Et Petite cerise sur le petit gâteau. teasing, ouais c'est ça. Alors si on revient sur la formulation, Ouais. tu l'as mentionné plusieurs fois, tu as travaillé plastique, tu as travaillé d'autres matières. C'est quoi la formulation? Qu'est-ce Ok. qu'on peut formuler finalement? Parce que j'ai l'impression que ça s'emploie un peu partout, voilà. Euh, et comment ça se traduit pour la couleur, cette histoire de Ok. formulation? Est-ce que tu peux nous raconter? Donc moi, je peux parler de la chimie des formulations, donc ce que j'ai appris à l'école. Enfin, en tout cas, l'école, c'est classé selon des grandes spécialités. Donc on va parler de cosmétiques, d'encre, de peinture et d'adhésif. D'adhésif, non, donc ça c'est les cols. Oui, donc c'est ça. Peinture, encre, Mhm. adhésif, cosmétique. C'est bon, je les ai les quatre. Donc, D'accord. en fait, la formulation, c'est ce que j'appellerais, c'est l'art de savoir mélanger des matières premières pour obtenir, enfin, pour répondre à un cahier des charges. On pourrait dire qu'une Ok. recette de cuisine, c'est une formulation. L'objectif étant d'obtenir, voilà, un bon repas cuit comme il faut et pour satisfaire tout le monde. Et ben voilà. Donc il y a une recherche de couleur et il y a une recherche de technicité. Alors au départ, on va dire que, je vais être très honnête, la couleur c'est pas le premier, c'est pas le premier élément du cahier des charges en général. Pour une peinture, ça va être, déjà, faut prendre en compte son support, comment elle est appliquée, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on lui demande à la peinture. Est-ce qu'on lui demande de résister dehors, dedans? Est-ce que il faut qu'elle soit à base de solvant ou surtout pas de solvant? Est-ce qu'elle va être dans une cuisine, dans une salle de bain, enfin voilà. Tout ça Donc peut les être, contraintes voilà, techniques. toutes les contraintes techniques qu'il peut y avoir. Ça peut être est-ce que ça doit être un enduit? Est-ce que ça doit être, voilà, à base de naturel? Qu'est-ce qu'on veut vendre derrière quand on va vendre cette peinture-là? Vous savez, D'accord. toutes les peintures, j'en sais rien, moi, ça peut être les peintures métalliques, aimantées, voilà, voilà. Ça va être le cahier des charges. Ça va D'accord. déterminer ce qu'on met dans la peinture. Mais dans le cahier des charges, il peut très bien y avoir, voilà, on veut que ce soit mat, que ce soit brillant, Mhm. par exemple. Ça va jouer sur le taux en fait, voilà, les ratios qu'il va y avoir dans la formule. Et D'accord. puis on va rajouter quand même, soyons honnêtes, dans le cahier des charges, le prix Mhm. qui joue beaucoup aussi, la disponibilité des matières, les distances qu'on veut pour pouvoir se fournir en matière, ce qu'on a déjà à l'usine, Mhm. accessoirement, plutôt que de multiplier aussi les, les Des composants, appros voilà, ouais. ce qu'on veut D'accord, ok. développer. Ok, donc ces contraintes techniques, donc pour respecter le cahier des charges, on Mm. prend en compte le prix, l'usage, etc. Ouais. On a compris. Bon, déjà il y a une première question qui me vient tout de suite. Mm. C'est si on projette ça pour la couleur végétale, Oui. tu vois, il y a beaucoup la contrainte de la couleur végétale, c'est la tenue aux UV. Mm. Voilà. On en a échangé notamment avec Bao. Je sais pas si tu connais les peintures Bao. Non. Mm. En fait, ce sont des peintures biosourcées à base de, tu sais, enfin je sais plus comment ça s'appelle, la base d'une peinture, mais en gros, cette Résine. base, la résine, voilà, merci. On va y arriver à deux. La résine est faite à base de, tu sais, de végétaux broyés recyclés. D'accord. Ok. Et ils voulaient mettre des couleurs végétales. Mhm. Mais il y avait des problèmes, ils n'avaient pas encore trouvé la solution parfaite pour intégrer des pigments végétaux par rapport à la tenue aux UV. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont inspirés tu sais, comme un Pantone, mais de couleurs végétales. Donc, il y avait une teinturière qui Mm. travaillait des couleurs en végétal, et lui s'est rapproché au plus près de ce que donnait une couleur végétale sans qu'elle soit D'accord. Ok. forcément à base de pigments. Je sais pas si c'était clair, Mais mais tu veux voilà. dire enfin, la personne a utilisé des colorants synthétiques, disons, pour que ça ressemble à du végétal. Non, C'est c'est ça? ça. Ok. C'est ça, ouais, c'est Ok. ça. Donc en fait, c'est la couleur, le Mm. rendu de la couleur végétale en étant
que la résine en D'accord. végétal. Ah d'accord, donc c'est Et ça pas que encore les pigments en végétaux. Ouais, pas encore les pigments végétaux. Bon, bref, ça c'est pour parler un petit peu peinture. Je cherche toujours des acteurs sur la peinture qui travailleraient des pigments naturels. Alors, je commence à en trouver. On est en pourparlers pour les épisodes de podcast, mais je vois qu'il y a un vrai retour là-dedans, notamment sur le bois aussi, sur comment peindre le bois de Oui, manière peut-être, oui. plus Les responsable. murs, ce genre de choses. Peut-être qu'avec les tanins, il y a des choses à faire. Exactement, bah, c'est exactement ça. T'es au taquet, t'es dans Ça les va, tuyaux. je parle la langue. Tu parles bien la langue. Alors, dans ces histoires de formulation, donc tu as parlé cosmétique, encre, peinture, adhésif, c'est quoi les grandes différences entre travailler la couleur pour la peinture, pour le plastique, pour la cosmétique, selon toi? C'est quoi qu'est-ce qui challenge en fait là-dedans? Euh, on va dire que aujourd'hui dans la peinture, je vais commencer par la peinture. Ce qui est recherché, c'est beaucoup. Enfin, moi, je pense qu'il y a on recherche beaucoup de diversité. J'entends souvent les gens parler de nuanciers, ce genre de choses, parce que voilà, ils sortent leur nuancier, ils regardent, on veut ça et tout. Donc, il faut énormément de reproductibilité en peinture, parce que, comme je dis souvent, si on achète 2 pots et qu'il en manque un et qu'on doit revenir chercher un troisième pot, il faut absolument que la couleur, elle soit, enfin, que l'écart de teinte, il soit imperceptible. Sinon, vous allez avoir une Les, trace sur le mur. L'écart de teinte, c'est le delta qu'on travaille C'est avec le un delta, on colo. pourra en parler un petit peu si tu veux de la Ouais, colorimétrie ouais, après. J'ai super, rebossé bien, mon sujet pour être un peu clair. top, top. Mais non, mais même en parlant factuellement, enfin voilà, si tu appliques ton pot de peinture qu'elle sèche et que tu reviens 2 heures après, que tu remets un autre pot de peinture et que c'est pas la même couleur, ça va se Ça voir. m'est arrivé dans mon couloir. Ouais, Voilà. ça se voit direct. Ok, Donc ok. ça c'est quelque chose sur les gros chantiers notamment, faut faire attention. Donc je dirais en peinture il y a beaucoup de la reproductibilité. En plastique il faut avoir, enfin moi ce que j'avais fait en matériaux plastiques, on s'adressait à tous les types de matières. On essayait de faire le plus de matières possible. Et là on va dire que c'est un peu moins regardant sur les teintes. Ça dépend de l'application. Si c'est des matériaux plastiques pour faire du publicitaire, je sais pas si je t'en avais parlé, pour faire les rouges à Non. lèvres par exemple, pour les Ah grandes si. marques là, les Ouais, présentoirs, ouais. il faut que le raisin soit exactement de la même couleur que le rouge à lèvres. C'est censé être représentatif de ce que va acheter le client. Par contre, si c'est pour faire le perkaki d'une poubelle, bon, Oui, on s'en peu fout un peu importe. quoi que ce soit. Oui. D'accord. Donc tu peux aussi avoir, notamment sur le plastique, des contraintes par rapport, bah voilà, là c'est de l'IL, enfin de l'ILV ou de la Oui, c'est PLV bien ça. pour PLV, ouais. C'est PLV. PLV, promotion sur Mm. lieu de vente. Il faut que ta couleur, même sur le plastique, soit Oui, identique au produit. Donc là, faut être au ça peut être taquet. une application. Ouais. Après, en plastique, là D'accord. où pour moi il y a eu le plus de contraintes, c'est surtout bah, par rapport à la matière, parce qu'il faut pouvoir la transformer. Il faut Mhm. respecter des contraintes techniques. Voilà, ne serait-ce que par exemple un polycarbonate, il se transforme pas de la même façon qu'un polyéthylène. Voilà, il faut monter D'accord. à des températures beaucoup plus importantes. Ça respecte pas, enfin ça a pas du tout les mêmes contraintes mécaniques. Et il y a aussi beaucoup d'incompatibilité matière. C'est-à-dire qu'on Ouais. n'utilise Alors, pas certains pigments dans certaines matières. Donc là, il faut une grande diversité de pigments et de colorants. Et surtout, après, ça dépend aussi à quoi le plastique va être utilisé. Si c'est pour oui. faire une cabane pour enfants dehors, voilà, est-ce qu'on est d'accord qu'elle va décolorer d'ici 1 ou 2 mois, ou est-ce qu'on veut qu'elle reste absolument colorée? On avait travaillé pour les vélos aussi, type, ça s'appelle Vélov chez nous, mais les vélos en libre service. Ouais, Voilà, Vélib, c'est ouais, ça. ça dépend les. Ouais, d'accord. Si le vélo se décolore au bout d'un an, enfin voilà, c'est pas terrible, quoi. Ouais, ça la fout mal. Donc D'accord. on choisit les pigments en fonction de voilà du cahier des charges qu'on nous a donné. Donc, dans les plastiques, la problématique pour moi, enfin, tu vois, toujours mon regard Ouais, végétal, c'est déjà il y a une diversité de plastiques incroyable, déjà ouais. un. Il y a cette histoire de montée en température, et pareil, si on reparle des couleurs végétales, des couleurs du vivant, elles ne subissent pas toutes bien la montée Mais en c'est surtout température, ça, je pense même, plus que les UV, les plus que la UV, tenue aux UV. parce que bon la tenue aux UV. Enfin, pour moi, utiliser des colorants végétaux dans du plastique, il faut qu'il y ait quand même un lien. Je veux dire, et pas mettre un gros Exactement. plastique bien pétrochimique avec des colorants végétaux. Bon. Mm. Mais oui, en tout Donc, cas, la transformation du plastique fait que la matière, elle doit subir un certain nombre de cisaillements mécaniques, ne serait-ce que pour la transformer, la mettre en forme, et aussi de transformation de température pour
la rendre amorphe. Enfin, quand on parle des plastiques Mmh. thermoplastiques, je veux dire ceux qui peuvent se transformer, fondre et être Mmh. remis en forme après. Ouais, donc les Ouais. petites billes là, les petits Les petites granulés billes, c'est que la tu forme qu'il a, ouais, c'est la forme. Ouais. en fait, après, enfin, moi, j'ai travaillé sur ça peut être sous forme de plastique, ça peut être en poudre aussi. Par exemple, si on travaille sur du rotomoulage, le plastique, il est sous forme de poudre et il D'accord, est mis OK. dans un moule creux et le moule tourne et fond à l'intérieur d'un four et la matière, en fait, se répartit sur toute la forme du moule. Ça permet C'est un d'avoir, peu ce qu'ils font pour les pots, la poterie plastique, non? il y a beaucoup d'extrusion soufflage, si je dis pas de bêtises. D'accord, parce que je Mais, travaillais dans l'univers du jardin, moi, et j'ai beaucoup travaillé la poterie. oui, il y a de ça Et aussi, ouais. il y a plein de plastiques colorés Mmh. et apparemment c'était, il y a plein de techniques, Je mais pensais aux avirons aussi, je crois, des choses comme ça, enfin bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a d'accord, OK, beaucoup de grosses d'accord, pièces ouais. creuses, Et souvent. d'accord, OK. Et donc sur le plastique, donc on a dit Mm. la différence des plastiques, la montée en température, plus que la tenue aux UV. J'avais eu un invité qui s'appelait Nicolas Moufflet de Mm, Lys oui, Packaging, qui travaillait des plastiques biosourcés. oui, Et qu'il avait essayé la couleur végétale justement pour donner une teinte au plastique. Il travaillait tu sais, les flacons cosmétiques ou les ouais, bouteilles mm, alimentaires. Et comme en alimentaire, bah, t'as remarqué, hein, tout ce qui est coloré, ça se vend mieux, on va pas se oui, mentir. Et si c'est coloré naturellement, c'est encore tout le monde mieux. est content, Ouais. c'est encore mieux. Et donc du coup, lui, il voulait proposer aussi ces bouteilles-là, et pareil pour les shampoings. Mm. Et en fait, il a réussi à faire des tests avec la Ah, Garance, donc d'accord, pour du intéressant. rouge, Ouais. des roses. Et tu vois, cet épisode, il date d'il y a au moins 3 ans. Du coup, D'accord. je pense que le sujet a avancé. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Mettre de la couleur végétale ou des pigments Mm. végétaux, faut que ça ait un sens avec Bah oui, le c'est ça, voilà. projet. Sinon, ça sert à rien. C'est ça. On est complètement raccord. Après, au niveau Ok. végétaux, moi, je me souviens d'avoir utilisé, ça me vient comme ça là, mais du liège, par exemple, pour Ouais. des applications, pour faire des effets sur du plastique, pour faire un effet naturel, tu vois, un effet bois, un effet. C'était assez intéressant aussi, ça. Bon, ça peut pas monter D'accord. très haut en température, mais Ouais. C'est toujours pareil. Ok, donc là on a vu donc pour les peintures, on a vu pour le plastique, pour l'univers de la cosmétique et des encres. Pour toi, c'est quoi les problématiques ou les difficultés sur la couleur alors là, à ce je stade-là? connais un petit peu moins. Moins? Les encres, je pense qu'il y a aussi beaucoup de reproductibilité, parce que pour moi, les encres, bon, j'ai jamais travaillé dedans, mais c'est beaucoup, on pense à l'impression, mais l'impression, ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être des papiers peints, ça peut être, Oui. voilà, c'est pas forcément des Ouais, de presses l'encre pour du journal, écrire. quoi, Ouais. tu vois, comment Oui, dire, oui. ou des Oui, de la magazines, ou ce genre de choses. Voilà, de sérigraphie la ou ouais, sérigraphie. voilà, c'est ça. Mm. Donc il peut y avoir plein d'applications comme ça, mais là, vraiment, je connais moins. D'accord. Et cosmétique, Euh, t'as des premiers trucs qui te Cosmétique, viennent comme j'en ça? ai fait un petit peu en TP, moi, à l'école, mais c'était plutôt, on va plutôt travailler les nacres, les paillettes, les effets, en fait, je pense, Ouais, pour, c'est ça. je sais pas s'il y a des mesures colorimétriques faites, enfin, en cosmétique, peut-être pour les rouges à lèvres ou ce genre de choses, mais Pour les rouges à lèvres, mm, oui, on a eu Élodie Carpentier du Rouge Français, donc une mm, marque qui utilise de la Garance, notamment de la d'accord, Garance naturelle mm, française pour rouge à ses lèvres, rouges à lèvres, de l'indigo pour ses mm, eyeliners, etc. Euh, des analyses, oui, parce qu'elle est obligée pareil, comme tu disais, d'avoir une teinte qui soit régulière. ouais, T'achètes ton rouge à lèvres, t'as un coup de foudre. ouais, Si tu n'as pas la même couleur après, ça va pas. mm, Par contre, tu sais, pour les fards à paupières, ouais, j'ai une autre, je crois que c'est Roquette dans les Hauts-de-France qui a travaillé une poudre libre, tu d'accord, vois, ouais, neutre, mm, et qui est en train de voir comment la colorer. Et donc je me dis, d'accord. une poudre libre, elle peut accueillir des pigments, là, des pigments Oui, bien sûr, naturels. ouais. Voilà. En Bon, bah donc pigment, normalement, ça devrait. Après, il y a aussi toute une question. Bon, c'est un autre sujet, mais en cosmétique qui est très importante, c'est l'innocuité, quoi. ouais, Faut travailler sur le fait que, voilà, ils ont énormément de réglementations, étant donné que le propre de la cosmétique, c'est que ce soit en lien avec le corps humain, quoi, la c'est peau ça. et tout ça. Donc, je connais un peu moins le domaine, mais il y a une forte réglementation. Ouais. Surtout que, Sur par ça. exemple, tu vois, elle nous parlait, Elodie, du rouge à lèvres, qu'en fait, les femmes en ingéraient. Alors Bah oui, forcément, t'en as sur les lèvres mm, toute la journée, tu parles. Et donc, du coup, oui, que les contraintes étaient c'est ça. beaucoup plus élevées. Mm, Ok, bon, donc déjà, formulation, on a compris, ça touche cosmétique, encre, peinture, ouais, adhésif. C'est une recette de cuisine, ouais, entre guillemets, qui suit un cahier des c'est charges ça. imposé par les utilisateurs finaux.
Enfin, final, Après, ça peut utilisateur final. aussi, la formulation, enfin, ça peut aussi toucher plein d'autres choses. Juste, j'ouvre un petit peu parce que, voilà, ça, c'est les domaines qu'on a appris, mais Mmh. moi, j'ai des amis qui ont travaillé après dans les détergents, par exemple. Les produits Ouais. ménagers, ça, c'est Oui. formulé. Mais il y a même, je sais pas moi, les plaquettes de frein, ce genre de choses où il y a des besoins de produits, de mélange de produits qui doivent remplir un cahier des charges. D'accord. Voilà. Donc on pourrait Ça dire que peut être la les bétons formulation, aussi, ça peut être, ouais, voilà, c'est voilà. donc des mélanges de matières qui C'est ça, répondent à un cahier des ouais. charges. OK. Bon, top. Bon, ça c'est très bien, ça clarifie. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer, désolée, Je t'en prie. la colorimétrie? Ouais. Exactement, quand tu as dit, voilà, j'ai eu un cours sur la Mmh. colorimétrie, les principes, j'ai voulu les appliquer un peu partout. OK, c'est quoi la colorimétrie pour quelqu'un qui débarque là et qui se dit, Alors, attends, de quoi elle ouais. nous parle? Moi, j'entends beaucoup parler de colorimétrie avec des gens qui se mettent des couleurs autour du visage. C'est sûrement Ouais, ça, mais scientifiquement, la colorimétrie, c'est en fait, parce que je dirais, c'est que c'est la façon qu'on utilise pour mesurer entre guillemets la couleur. Enfin, c'est l'art de reproduire la couleur. Et je ne trouve pas mes mots. Excuse-moi. ouais, ça, en fait, Mais c'est identifier une couleur. voilà, c'est comment l'identifier, la caractériser et la reproduire, dans le but, forcément, Oui, dans le de but de la reproduire. reproduire. OK. Donc, On a des outils pour j'ai ça? revu un peu mes cours. Ah, cool. Je prends mes petites notes. En fait, la couleur, elle est caractérisée par trois choses. Il y a déjà le matériau sur Ouais. lequel elle est appliquée. Il y a ce qu'on appelle l'observateur, moi je l'appelle l'œil, donc la personne Ouais. qui, Humain? voilà, Ouais, voilà, l'humain. et la lumière. Ça veut dire Ouais. que la couleur, c'est une lumière qui se reflète sur un matériau et qui est perçue par l'œil. D'accord, donc il y a Jusque-là, on est 3 d'accord? entrées. Ouais, il y a 3. OK. Voilà, donc on est d'accord que si on change la source lumineuse, la couleur sera pas la même. Ça veut dire D'accord. que si, par exemple, là, mes lunettes, on les voit vertes parce qu'elles sont sous ma lampe ici. Si j'éteins la lampe et qu'il y a que la lumière du jour, vous aurez pas la même perception du vert. D'accord. Voilà. OK. Ça change. Ensuite, si le, le matériau n'est pas le même, ça veut dire que si vous avez une surface mate, si vous avez une surface lisse, si vous avez une surface brillante, si vous avez une surface textile, la couleur sera pas la même. Ouais. Même si on applique exactement, je sais pas, La même recette. voilà, la même recette avec les mêmes matières, la perception sera pas la même. Parce que le D'accord. rayon, en fait, le rayon lumineux, il est pas diffracté de la même façon, donc il est pas reçu de la même façon. Évidemment, OK. c'est infime, hein, enfin, c'est pas on voit pas du jaune et du bleu, hein, Mmh. mais c'est une question de sensorialité, quoi, D'accord. de perception de la couleur. Est-ce que c'est là où tu me parles, du par exemple Voilà. spectrocolorimétre qui, ouais, vas-y. En fait, le spectrocolorimètre, c'est, alors j'essaye de simplifier un peu, mais c'est une machine qui a été créée pour standardiser, en fait, la perception de la couleur. Donc, le système CIE, là, c'est le Comité international de Cielab, l'éclairage, ouais. là, Mmh. voilà, ils ont déterminé des standards, donc un œil standard, voilà, qui est Mmh. dans les spectrocolorimètres, c'est, voilà, la perception, elle est reçue partout pareil par l'appareil. Donc, D'accord. d'une personne à l'autre, nous, on n'a pas la même vision. Je sais pas Mmh. si tu as déjà fait l'expérience de dire, ah bah tu le vois comment ça? La personne à Oui, côté, elle le oui. voit Oui, pas oui. forcément pareil. Mmh. Voilà, donc au moins dans un spectro, c'est censé être standardisé. Ensuite, les illuminants aussi sont standardisés. Donc dans les spectros, je crois que c'est des lampes à xénon, un truc comme ça. Mais quand on regarde les couleurs après, enfin dans l'art de la colorimétrie entre guillemets pour reproduire et comparer, il faut toujours regarder sous un illuminant donné. Il faut que ce C'est soit cette histoire de boîte à couleurs là, ouais, des pour cabines de produire lumière, on les appelle ça. Une cabine cabines de voilà. lumière. D'accord. Et les cabines de lumière, donc par exemple, j'étais dans un labo textile chez Pile Mmh. Couleur dans les Hauts-de-France. Mmh. L'idée, c'était de passer dans une cabine à couleur type lumière de magasin Ouais, ça doit être et à la lumière du jour. voilà, c'est ça. Et D'accord, par ok. exemple, typiquement, euh, en peinture, on utilise souvent l'illuminant D65 qui est censé représenter la lumière du jour. Alors je crois qu'en vrai, j'ai retrouvé dans mes cours, mais c'est voilà à une certaine latitude donnée, parce que la lumière du jour c'est pas la même si vous habitez à Paris et Oui, si dans le vous nord de la habitez France. à New York. Voilà. Donc c'est un standard lumière du jour, voilà, qui s'appelle D65. Et TL84, c'est beaucoup utilisé en textile parce que c'est censé représenter la lumière des néons.
Ouais. Donc, Donc des néons de type magasin, quoi. magasin, quoi. Ouais, OK, d'accord. Et voilà. D'accord, donc Pour ça, parler un c'est petit ce peu, il qui peut y avoir ce qu'on appelle un phénomène de métamérie. Parfois, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la non, métamérie. vas-y. En fait, c'est le fait qu'une couleur est perçue d'une certaine façon sous un illuminant et très différente sous un autre illuminant. Ce qui est arrivé à tout le monde dans un magasin de se dire waouh, super ce truc, et quand on sort dehors, on se dit oh, mais je croyais qu'il était plus rouge que ça. Et ben c'est typiquement de la métamérie. Ce D'accord, qui OK, peut poser super. problème quand on fait les soutiens-gorge, par exemple. Bah, Parce ouais, que c'est clair. sous un illuminant, la teinte peut être super, et en changeant l'éclairage, et ben, on voit une nuance. D'accord, donc c'est pour ça que ces spectrocolorimètres, Ouais. pardon, ils sont calibrés pour, percevoir, enfin, comment dire? Alors, Eux la vas-y. métamérie, ils le voient pas forcément. En fait, ils sont, enfin si, ils le voient, mais c'est les courbes spectrales, là. Après, c'est un peu plus, Mmh, mais, en fait, le spectro, pour moi, c'est un outil qui aide le coloriste. Il a d'accord. il a 2 rôles. Le premier rôle, c'est un rôle comparatif. Ça veut dire qu'il va permettre de faire une mesure pour standardiser une couleur et de permettre sa reproduction. Ça nous donne une Mmh, cible, on sait que la couleur, elle doit être là. J'en ai pas parlé, mais en gros, dans le système Cielab dont tu parlais tout à l'heure, les couleurs, elles sont déterminées par des coordonnées, on va dire. Comme, ouais, comme des coordonnées voilà, GPS. oui, oui, Mmh. on peut dire ça, mais je pensais plutôt à Ouais, il un y a des XY, tu vois. ouais, voilà, XY, Ouais, ouais. c'est ça. Et ben en fait, donc on dit Ciel-Lab, LAB, donc le L c'est la clarté. Il faut s'imaginer un axe vertical qui irait du plus clair au plus foncé. Et A et B, c'est les coordonnées, on va dire, je trouve pas le mot, enfin, dans l'espace Ouais, plein, dans quoi. l'espace, ouais. Mmh, Et donc c'est le A, c'est la notion de vert-rouge, et le B de jaune-bleu. Donc ouais. une couleur, voilà, elle est déterminée sur cet axe-là. Quelque chose qui va être orange, et ben, il va être plus vers le rouge et vers le jaune, et du Mmh. plus clair au plus foncé. D'accord. Voilà. Si ça c'est un sujet que nous avait présenté Dominique Cardon sur dans ses ateliers pour reproduire de la couleur, tu sais, Mmh. des teinturiers de l'époque. Oui. En fait, elle prenait justement un spectrocolorimètre, Mmh. elle le pointait sur Oui, ça lui donne, l'étoffe, on va dire, de couleur, et après leurs essais de teinture, elle regardait le delta ça, et elle nous expliquait que je sais plus, c'est au-dessus de 5 ou là c'est perceptible à l'œil, mais en dessous de 1, non, je me suis peut-être trompée, hein, non, c'est 1. souvent, alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais on donne souvent un delta E inférieur à 1 pour que la teinte Oui, soit voilà, bah alors acceptable. c'est 1, c'est moi qui ai dû me tromper. Donc tu vois, elle nous parlait de ce delta E et elle disait, bah voilà, si c'est inférieur à 1, personne Ouais, se rend compte de il y a une la différence. différence de Ouais. couleur. Voilà. Et donc en fait, elle expliquait que bah voilà, dans la reproduction des teintures de l'époque, Mmh. pour les restauratrices, tu vois, on a aussi Ouais. beaucoup d'auditrices qui sont restauratrices de costumes d'époque, Mmh. de tableaux d'époque, etc. Et pareil, elles ont ce travail-là. Mais donc voilà, du coup, on comprend que Mais là où je cet outil il suis, permet de. moi, là où j'insisterais, c'est que dans le cas où vous utilisez le même support et les mêmes, Ouais. enfin, pas forcément les mêmes pigments du coup, puisque le but de reproduire une Mmh. couleur, c'est des fois on ne sait pas ce qui a été utilisé par la concurrence, ou voilà, Ouais. ou dans le passé, mais il faut être dans des choses très comparables. Ouais. Et C'est. j'en reviens Vas-y, à vas-y. mon exemple de bouclerie de la lingerie. Bah, la surface est tellement petite qu'elle n'est pas mesurable en fait. Et Ah oui, tu peux pas pointer bah non, le. Ah ouais, non. d'accord, ok. Et donc, on avait trouvé un moyen de mesurer quelque chose, sauf que le plastique rilsant qui entoure les boucles, c'est pas la même matière que le morceau de dentelle que me fournit le client. Donc, si je mesure le morceau de dentelle en disant je veux cette couleur-là, eh ben, je pourrais mesurer mon morceau de plastique à côté, il va me dire vous avez un delta E de 2, alors que bah, moi, à l'œil, je vois pas de différence. Parce que D'accord. le Et là, tu rayon n'est joues pas sur réfléchi. quoi alors? Et ben, c'est mon œil qui fait la différence. Donc là, il faut quand même Oui, toujours un humain pour venir ouais, dire que ça colle ou ça colle c'est pas, ça, quoi. oui. D'accord, Et ok. donc, Oui, hyper j'en intéressant. viens à la deuxième utilisation du spectro, c'est qu'on peut aussi utiliser les spectros pour faire de la formulation. Donc, il y a la partie qualité, entre guillemets, reproduction, validation de teinte qui peut être utilisée. Mhm. Si on fait de la peinture et qu'on utilise toujours le même standard, c'est-à-dire qu'on a un standard de couleur et notre boulot, c'est de reproduire ce standard, et voilà, on a un delta E inférieur à 1, c'est bon, ça part, quoi. Voilà. D'accord, ok. Par contre, Ok. quand on veut essayer de recréer une teinte, par exemple, on nous fournit un textile et qu'on veut le recréer sur un plastique pour aller avec, et ben mesurer le textile, ça va donner une orientation.
mais la teinte qu'on va obtenir, enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, la teinte qu'on va obtenir, elle va avoir un écart, c'est l'œil qui va faire la différence. Par contre, le spectro peut être capable de nous donner une formule, à condition qu'il soit bien Paramétré. paramétré, voilà. Il faut Ah, lui d'accord. rentrer sa base de données. Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, voilà, chez nous, on a 10 pigments, je dis n'importe quoi, 2 jaunes, 3 bleus, 4 verts, voilà. Et on doit rentrer dans la machine, on doit lui créer sa base de données et lui dire ce pigment-là, quand on le met à 1% dans telle matière, il donne cette couleur. Quand on le met à 2% dans telle matière, il donne cette couleur. Quand on le met à 2% avec du blanc dans telle matière, voilà. Et ça, c'est un gros travail de paramétrage au départ avant de réussir à utiliser la formulation pour que la machine dise, ah bah, parce que souvent, il propose plein de formulations différentes. Il peut nous dire plein Oui. de trucs. Il peut même nous dire, si tu utilises cette formulation-là, tu auras un delta E de temps. Ah ouais, d'accord. Ouais, D'accord. mais, Donc, il joue sur toutes les données, il peut te proposer voilà. des recettes, etc. Sauf que c'est des formulations mathématiques. D'accord. D'où la nécessité, Ouais, encore une fois, d'avoir un œil qui c'est ça. vérifie par rapport à la matière, etc. Moi, ce qui Et m'aidait, c'était la première approche, c'est-à-dire, voilà, quel pigment j'utilise. Parce que quand on les connaît pas bien au départ, quand on sait pas comment enfin, comment ça rend sur la matière, et ben voilà, c'est utile de se dire, bah lui, il me propose ces trois-là. Moi, j'ai dans mes stocks une teinte qui est proche, mais dans lesquelles ils en avaient utilisé trois autres, sur lesquelles je pars, quoi. D'accord, ok. Juste avant de continuer, je voulais mentionner deux personnes. Quand tu as parlé pour les restauratrices qu'il était hyper important qu'elles utilisent les mêmes matières pour obtenir les mêmes résultats Mm. dans la restauration, je pense à Pauline Kless qui était venue sur le podcast nous parler de la fameuse tapisserie La Dame à la licorne Ouais. et qui nous a expliqué justement l'intérêt de retrouver la bonne matière pour redonner la bonne couleur. Donc ça, c'est voilà Ça, c'est sûr. pour saluer ce travail des restauratrices qu'on salue pas beaucoup. Enfin, à part dans les reportages Arte, t'entends parler des restauratrices, mais sinon, pas beaucoup. Je suis fan d'Arte, c'est pour ça que je le glisse. Et ben Et moi, sinon, j'adore les restauratrices, tu vois. et ben voilà, tout le monde est content. Et je voulais parler aussi de Marion Lamarque, qui m'a Ouais. parlé pour la première fois de l'importance, comme tu l'as dit, de travailler différents supports. Elle s'occupait de tu sais, du bleu du logo de Decathlon. Ouais. Et il fallait que son bleu, il soit le même partout, entre un paquet Mm. plastique, un truc en magasin, Ouais. etc. Et c'est la première fois où je me suis dit, oh, non mais ouais, en fait, même une marque personnelle, Mm. ça peut être un casse-tête de ouf de Ah retrouver oui. la couleur idéale. Donc Et en fait, je moi, pense à Marion. mes clients, ça aurait très bien, quand je travaillais dans le plastique, ça aurait très bien pu être Decathlon qui voulait son colorant et qui me Hum, disait, voilà, je veux le bleu Decathlon et je veux qu'il soit utilisé sur du polyéthylène et sur de l'ABS. Je dis n'importe quoi. Sauf que le polyéthylène, c'est laiteux et, enfin, c'est transparent, laiteux, et l'ABS, c'est blanc. Et il faut que ce d'accord. soit la même couleur. À la fin. Ok. Et donc c'est là où le le spectrocolorimètre, il te donne une pseudo recette et Alors, après toi tu bosses là, pour il aurait atteindre. fallu qu'on ait un spectrocolorimètre avec une base de données tellement énorme. Moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on n'avait pas une base de données aussi grande. Parce que vous imaginez, D'accord. enfin, il aurait fallu avoir tous les types de pigments sur toutes les matières. Donc, D'accord. on s'en servait énormément de nos yeux, pour le Ouais. coup. Sachant que, voilà, les pigments qu'on met, enfin, je mets pigments ou colorants, hein, ça dépend, enfin, la matière colorante qu'on met dans de l'ABS, c'est pas forcément la même pour des questions de compatibilité chimique que ce qu'on met dans du polyéthylène. Ouais, Donc d'accord. en plus, Donc on devait formuler avec enfin, matières colorantes différentes. ok, donc là, on comprend. Donc, tu nous as expliqué la formulation, tu nous expliques la colorimétrie Mhm. et la nécessité d'accompagner le coloriste, Mhm. de mesurer, mais aussi d'aider à reproduire. Ouais. Et tu as parlé d'un truc hyper intéressant, c'est que donc la base de tout, c'est cette fameuse base de données qui est Ouais. rentrée dans le spectrocolorimètre. Donc, c'est, je suppose, le coloriste qui fait ce boulot-là. Voilà. Après, ça peut être, enfin, souvent c'est fait dans les entreprises. Où, voilà, D'accord. on peut aussi se servir, comme je te disais, du spectro sans forcément avoir la base de données et D'accord. utiliser du comparatif et voilà pour s'aiguiller, quoi. D'accord. Et tu disais ensuite, il peut te recommander l'utilisation de certains pigments. Donc là, Mhm. tu parles forcément de pigments de synthèse. Tu travaillais pas En fait, forcément du il naturel. il peut recommander les pigments qu'on a rentrés dedans. C'est-à-dire que lui, en Voilà. tant que spectro, il sait pas. Mais on va lui dire, voilà, D'accord. j'ai un pigment A je le mesure comme ça, il te donnera cette couleur-là. Lui, ça lui fait une banque, en fait.
de D'où l'importance d'avoir quelque chose de régulier. C'est-à-dire, si là, tu rentres des ah bah, ouais. pigments végétaux et que d'une récolte à l'autre, ton bleu, il change ou ton Ça, rouge, il c'est un change. des gros problèmes, je pense, enfin, problème, je sais pas, mais de la teinture végétale, si on veut être extrêmement reproductible, en tout cas dans les formulations couleurs, c'est qu'il faut le plus possible que la couleur, elle soit entre guillemets calibrée. Enfin, le Hum. pigment de base, Ouais. Et est-ce que de travailler, alors je sais pas, c'est plus ton domaine là, mais je pose la question à voix haute pour les auditeurs. Mais et du coup, tu vois, si on travaille avec des extraits, tu sais, oui, enfin, donc on a nos pigments et on a aussi nos extraits végétaux. Les extraits ils sont quand même beaucoup plus calibrés. d'accord. Ça aide, tu vois, les costumières, par exemple, quand elles doivent faire 15, même 100 costumes de bataillon dans Astérix et Obélix, je pense à quelqu'un qu'on a reçu qui nous a raconté ça. Grâce aux extraits, c'est beaucoup plus facile de reproduire. Donc D'accord. peut-être que, je sais pas si un spectrocolorimètre pourrait travailler avec des extraits colorants, mais ce serait une des solutions parce que c'est plus reproductible Après, que, tu vois, ce qui me vient comme ça sur les extraits colorants, alors je vais peut-être dire une bêtise, donc fais attention, c'est qu'il y a aussi des spectros qui peuvent mesurer des liquides c'est ce que j'allais dire parce que, transparents par absorbance, je crois qu'on dit. ouais, J'ai déjà fait ça il y a longtemps. Ouais, c'est vrai que mais je ça l'ai pas dit pourrait dans être mon une parcours. J'ai solution. aussi travaillé en Italie chez un fabricant de colorants et on faisait ça. Bah, tu vois, et La teinture, tu me l'avais même pas dit. ouais, il faisait de la teinture, enfin, il faisait des pigments et des colorants pour notamment la teinture sur cuir. Et on devait mesurer enfin, il y avait cuir, laine, plein de choses. Ouais. Et on devait mesurer quand la couleur arrivait au laboratoire de contrôle, on devait mesurer justement l'absorbance pour savoir s'il avait la bonne teinte. C'est ce qu'ils font Ouais. pour Mm. notamment les, tu sais, les gels douches, etc. Dans Peut-être, la ouais. cosmétique. C'est la Sûrement. même chose. Donc il y a peut-être moyen de travailler avec un spectrocolorimètre pour du végétal en fonction de ce que tu rentres dans sa base de données Mm. et de rentrer des trucs qui soient le plus prévisible Après, possible, le voilà, plus. si c'est pour je sais pas hein, comment ça peut fonctionner, mais si on a, je sais pas moi, un apport d'un extrait végétal en disant on a X kilos de ça, on le rentre dans la machine, ça peut peut-être aider la formulation. Ouais, tu veux dire par l'eau, Oui, c'est-à-dire voilà. travailler par l'eau. Ouais, d'accord, ok. Bah c'est une super idée. Donc du coup, cet outil de la colorimétrie qui est le spectrocolorimètre, Mm. on a des moyens de s'en servir pour la couleur végétale aussi. Et donc je rappelle que Dominique Cardon, bah voilà, elle bosse avec ça et Mm. elle essaye de travailler ces fameux deltas dont tu nous as reparlé. Alors, on en arrive du coup maintenant, tu vois, on y arrive pas à pas. Vas-y. C'est quoi le métier de coloriste en industrie? Du coup, tu fais ça, Mm. mais pour des projets énormes. Bah, en fait, alors ça dépend du secteur dans lequel on travaille. Et enfin, voilà, donc moi je peux parler de ce que j'ai fait. Dans le plastique, c'était bon, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais de répondre à la demande du client, quoi. Donc, il pouvait très bien vouloir un aspect, un effet. Et c'est ça qui était riche aussi, c'est que c'était ça pouvait être beaucoup de choses, quoi. Ça pouvait être de la jardinerie, ça pouvait être du médical, ça pouvait être de la publicité, ça pouvait être. Il y a des fois on s'amusait, des fois on s'amusait moins. Non, mais bon, voilà. Je parle tout le temps du verre kaki des poubelles, c'est un peu moins fun que je sais pas, les fers à repasser d'une très grande marque française sur lesquels il faut avoir un petit liseré. Enfin, il y a une pièce plastique Hum. qui est faite dans un plastique opaque, une autre pièce plastique qui est faite dans un plastique transparent, une autre pièce, voilà, et il faut que tout s'harmonise dans une couleur plus ou moins identique, mais pour qu'à la fin le fer à repasser plaise à tout le monde. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt du grande échelle, En plastique, oui. différents supports, répondre à un cahier des charges hyper Voilà. précis et tu as des projets où la couleur a un impact essentiel Mhm. et d'autres, comme tu citais les poubelles kaki, où en Oui, bon, fait, ça, voilà. faut juste que ce soit uniforme, Mhm. mais après la couleur, en fait, tout le monde s'en fiche. À part les Bah, couvercles. de toute façon, il faut que ce soit Oui, tout le monde s'en fiche. uniforme. Non, le client, lui, il veut sa couleur. Hein. Moi, je ne faut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Mais après, je réfléchissais en t'écoutant. Tu parlais du métier de coloriste. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi beaucoup de la recherche et développement. C'est-à-dire, c'est de la recherche couleur. On, pour répondre aux clients, voilà. Mais il y a beaucoup de recherche. Il y a aussi beaucoup de coloristes qui travaillent directement en production. Ça veut dire que voilà, ils mettent à la teinte les cuves de peinture, par exemple, quand elles sont teintes dans la Mettre à la masse. teinte, c'est faire le mélange et Voilà, c'est ouais. avoir sa peinture produite, mais ajouter la couleur pour qu'elle soit la bonne couleur.
Voilà. D'accord. Est-ce Après que ça c'est là où tu me parlais, quand on préparait, de calibrer les blancs et tout ça? ça Ou ça n'a aucun rapport? c'est autre chose. Non, ça n'a C'est pas autre aucun chose. rapport, ça n'a pas aucun rapport. Mais voilà, c'était plus sur le métier de coloriste. Ça peut aussi être vraiment sur le terrain ou par Mmh. exemple en colorimétrie dans l'automobile. Souvent, je pense que les carrossiers peintres doivent quand même avoir une bonne notion de colorimétrie pour remettre à la teinte les carrosseries pour les repeindre exactement pareil. D'accord, donc ils Voilà. peuvent, les coloristes en industrie ou Mm, autre, c'est soit du travail de recherche, genre un client veut se rapprocher mm, tu vois, alors juste pour rebondir sur la couleur végétale, il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille qui me disent, moi les clients ils arrivent avec une couleur et ils me disent, mm. je veux ce Pantone-là en végétal, au même prix, Oui, 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 reproductible partout, etc. Donc là, clairement, oui. on sait que c'est pas les bons clients parce qu'en gros, c'est pas ça que propose la Mm, couleur végétale. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui cherchent à se rapprocher mm. d'une couleur. En fait, C'est ça aussi le métier de Pantone, voilà, coloriste. c'est ça, c'est qu'en fait, le Pantone, ça permet de parler la même langue. Moi, c'est ce que C'est ça. c'est ce que je dis, Non, non, c'est vrai, c'est ça. c'est-à-dire que, voilà, si moi je te parle voilà, je voudrais un vert qui soit un petit peu plus bleu, est-ce que tu vas me comprendre? Voilà. Et ben, moi, je le vois, c'est parce que je voudrais que la nuance tire un peu plus vers le bleu. Mais voilà, Mm. quelqu'un, un designer ou un commercial, je sais pas, va me dire, je voudrais quelque chose d'un peu plus intense, un peu plus peps, un peu plus, oui, mais du coup, tu veux quoi? Tu veux qu'il soit Ouais. plus clair, qu'il soit plus saturé, qu'il soit, voilà, on parle pas pareil. Bref. Donc le Et du Pantone, coup, il aide à clarifier voilà. le Le discours. Pantone, pour moi, c'est un nuancier qui est utilisé justement dans plein d'autres domaines et qui permet, de cibler la couleur qu'on veut, quoi. D'ailleurs, souvent, les clients, ils disent, je veux ce Pantone-là, parce que ça leur permet d'avoir l'éventail des couleurs, sous les yeux, quoi. Et le coloriste, bah, lui, il doit reproduire le Pantone, il se base sur le D'accord. petit carré, puis il essaye de le reproduire, quoi. D'accord, donc soit il y a ce travail de recherche de couleurs Mm. qui est le même en végétal, c'est-à-dire j'ai pas mal de teinturières ou pas mal de personnes qui travaillent, tu vois, dans les beaux-arts, qui Mhm. essayent de tendre vers une couleur qu'on leur a demandé. Oui. Donc il y a la recherche de couleurs, Mhm. il y a la reproductibilité, c'est ce que tu as dit, Ouais. être sûr que ce soit à peu près pareil. Il y a quoi comme autre métier du coloriste? Est-ce que il a d'autres aspects à prendre en compte, lui? Après, tu dis, ça dépend du secteur. T'as les coloristes, donc je pensais aux carrossiers parce que je sais que voilà, il y a beaucoup. T'as les teinturiers carrément aussi, ceux qui travaillent sur le textile directement, qui doivent mettre à la teinte ça je connais moins, qui doivent mettre à Hmm. la teinte les tissus. Ouais, d'accord. J'imagine qu'il y a aussi enfin, moi je vois beaucoup des coloristes qui travaillent dans le monde plus du design et de la signification des couleurs. Moi, ça m'attire beaucoup, je trouve ça chouette. Mais voilà, dans tout ce qui est communication aussi. Mais ça, c'est plus Oui. sur le côté sensoriel, je pense, que sur le Oui, côté donc vraiment technique. l'impact des couleurs. On Voilà. revient à ce qu'on disait au début, ce que les couleurs nous font ressentir, ce qu'elles transmettent des valeurs d'une Voilà. entreprise par rapport aux couleurs qu'on choisit, etc. Ok. Voilà. Moi, dans le métier que j'ai fait, il me manque, enfin voilà, en coloriste en industrie, il me manque cette part-là dans la décision de la couleur. Enfin, c'est plus. Bon, on va faire un petit appel aux auditeurs s'il y en a parmi vous qui Qui êtes dans veulent cette branche-là. utiliser ma sensibilité. Voilà, et qui veulent nous parler de la Mm. sensibilité des couleurs, de la signification, Ouais. etc. Ça sera avec grand plaisir, parce que ça nous permettra Mm. de compléter cette partie-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, on a vu les métiers du coloriste. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire des calibrer le blanc? Ouais. Puisque je pense que c'était Ok. pour la peinture et Ça, qu'on a fait un saut de chat et je pense qu'il faut y revenir. dans le monde de la peinture que moi j'ai connu, donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'imagine que oui, il y a deux façons de mettre à la teinte de la peinture. Soit on met à la teinte directement dans la cuve, donc on va utiliser un mélange de pâte pigmentaire et mélanger dans sa cuve de peinture la couleur pour obtenir la teinte finale. Euh, Soit on utilise souvent des machines à teinter. Et donc là, je donne l'image de quand vous allez acheter, j'ai le droit de dire des marques, Castorama, Leroy Oui, oui. Merlin, euh, votre peinture, soit vous trouvez des pots à la teinte, mais vous avez un choix de couleurs qui est quand même beaucoup moins vaste Ouais. que si on vous donne le nuancier et que vous dites, voilà, je veux cette couleur-là du nuancier, ou alors le mur avec les petits carrés là de couleurs. Et en fait, tout ça, c'est des formules couleurs qui sont rentrées dans une machine. Et par contre, elle donne la bonne couleur à condition que le blanc,
le pot de Mmh. peinture qu'on met dedans soit calibré. C'est-à-dire qu'il doit toujours être Le transparent même. pareil ou blanc pareil, ou voilà. D'accord. Et Donc une base identique. voilà. Donc en fait, les usines de peinture ne fabriquent pas toutes les couleurs qui sont dans le nuancier. Elles vont fabriquer du blanc calibré en fonction de la nature de la peinture que vous achetez. Je ne sais pas si elle s'appelle peinture A. Vous pouvez souvent trouver la peinture A en blanc calibré, en moyen, en base moyenne. C'est ce qu'on appelle les bases. Donc soit elle est en base moyenne, soit elle est en base pastel, soit elle est en base neutre aussi. Ça peut être sans blanc du tout. Si vous voulez obtenir une couleur très vive, souvent il n'y a pas de blanc dedans. Voilà. Ou même des D'accord. fois il y a des bases rouges carrément, si vous voulez obtenir un bordeaux très foncé. Enfin voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'histoire de calibrer les blancs. Donc pour la peinture, pour En gros, la machine à teinter va avoir toutes les formules pour obtenir ce qui est dans le nuancier en fonction de la base qu'on lui met dedans. C'est ouais, un ok. travail et des pigments qui sont, enfin des bases pigmentaires qui sont Oui, à qui sont l'intérieur de la machine, quoi, et qui ont ouais, les mêmes été, et calibrés, comme voilà, on disait tout à l'heure. Ok. qui ont été mises D'accord, au ok. point par le service colorimétrie pour le coup. C'est la majorité de leur boulot, quoi. C'est, je sais pas si demain, je l'imagine, hein, que si Pantone sort Mm. une nouvelle couleur, et ben il faut, et qu'on demande le Pantone, bah, il faut créer la couleur du nouveau Pantone dans toutes les peintures et dans toutes les bases qui existent si jamais le client la demande. Est-ce que tu as vu que la couleur de Ouais. 2026, Non, non, n'en parle pas. on en parle? Non. J'ai vu sur les réseaux Je fais sociaux d'une des tristesse. nanas, Ouais, mais moi aussi. des Ouais, ouais. coloristes qui brûlaient leur Pantone Ah en disant non ouais. mais attends, tu choisis une couleur de l'année, tu nous mets un blanc et tu sais à quoi ça m'a fait penser ce blanc? Non. À la couleur structurelle. On en a parlé dans des épisodes, Ouais. tu sais, c'est les ailes de papillon où quand tu les regardes, en fait, c'est Ouais. des micro-agencements qui prennent la couleur différemment. Et D'accord. ce blanc-là qu'ils ont Ouais. mis, t'as un peu l'impression Il est qu'il un est peu grisé, pas, moi je trouve un peu ouais, bleuté. grisé, Ouais. nacré. Ouais. Ouais, bon, bref. Et donc, j'ai halluciné de me dire, mais mince, c'est un blanc qui a été choisi cette année. Mais moi, Bon. j'ai adoré, donc c'est un autre sujet, mais toutes les réflexions qu'il y a autour, ne serait-ce que pour parler de la géopolitique, enfin, tu vois, des conséquences qui font que pourquoi c'est ce blanc-là. Et ça m'intéresse bien, ça me fait flipper aussi. Mais Du coup, alors vas-y, raconte parce que bah du non, coup, mais j'ai de pas se suivi dire que ça. c'est aussi une façon de standardiser, si tu veux, un peu les mentalités, quoi, de mettre une couleur bien neutre pour que Ah tout oui, le monde pour rentre dans le pas, rang, voilà, ce genre de choses, ah, quoi. j'avais pas du tout pensé à ça. D'accord, ok. Tu regarderas, il y a des gens qui parlent de ça, et moi je trouve ça assez révélateur. Ok, bon Ouais. bah tu vois comme quoi il y a des Mm. sujets, il y a des choses à dire. Alors avant qu'on arrive à l'artisanat, Ouais. parce qu'on va montrer aux auditeurs que c'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie qu'on n'a pas une sensibilité artisanale ou inversement. Et sur le podcast, j'essaye aussi d'avoir tout le monde, c'est-à-dire Mm. des artisans et des industriels, parce que pour moi la couleur végétale et du vivant, eh ben enfin elle existera, elle s'amplifiera par les Mm. discussions entre ces deux mondes qui se rapprochent, hein, on va pas se mentir. La question que j'ai, c'est toi avec ton expérience. Donc, tu as Mm. travaillé des supports différents, tu as travaillé essentiellement des colorants, on va dire, de synthèse. Oui, oui, clairement. Mm. Voilà. Est-ce que tu pourrais me faire un petit retour en me disant, bah voilà, si demain on te disait sur ces mêmes supports que tu as travaillé, donc Mm. peinture, le textile et le plastique, si on te disait, bah demain il y a une loi qui passe, on veut que de la couleur naturelle, quels seraient pour toi en tant que coloriste industriel, quels seraient pour toi là tes premiers grosses réflexions en disant, attends, le premier truc à régler, c'est ça. Elle Oula. n'était pas prévue, cette question. Non, pas vraiment. Euh, En fait, ça me paraît tellement vaste parce que pour moi, l'étendue des colorants naturels elle pourra jamais surpasser ce qu'on peut obtenir en colorant de synthèse. Dans le sens, la largeur des couleurs? Voilà, je pense, ouais. On se sert aussi, il y a pas que des colorants de synthèse, on se sert des pigments minéraux, beaucoup. Enfin voilà, c'est pas du vivant, mais Donc les ça existe ocres, aussi. tout ça, Ah les oui, 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 argiles et bien tout ça? sûr, comment ça s'appelait là, j'ai le nom B21, les outre-mer, voilà, ce genre de choses. En plastique, en tout cas, moi j'ai utilisé beaucoup les colorants minéraux. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été interdits aussi. Et pourquoi? Les cadmiums, ce genre de choses, ça Ah, donne de très belles couleurs. C'est très ouais. résistant, mais c'est pas très très bon pour la santé. Et c'est pire que les colorants de synthèse?
Ah bah oui, Parce que c'est parce que toxique, tu il y a des colorants au plomb, il y avait des oui, oui, mmh, on en a discuté parce qu'il y avait des teinturiers qui utilisaient, justement, les des pigments, ressources comme ça. ouais, Ouais, mais tu vois les colorants azoïques qui sont ouais. reconnus comme toxiques, est-ce que c'est moins toxique que ces colorants avec des Alors minéraux? ça, je Tu sais sais pas pas? te dire, hein, mais D'accord, OK. c'est des Donc ouais, c'est des bon, c'est produits pas grave. cancérigènes de toute façon, hein, Ouais, c'est des trucs, pas terribles, quoi. donc Après il y a faut certains colorants s'imaginer que minéraux. ah oui, il y a certains Ah, colorants minéraux qui sont interdits, hein. Enfin, pigments d'accord, minéraux OK, qui sont devenus interdits. Ou en tout cas, en d'accord. plus, il y en a qui sont pas utilisables, par exemple dans l'agroalimentaire ou enfin Oui, voilà, ou parce qu'il y a le dans contact alimentaire à ouais, respecter. Ouais, ouais, ou super. Ouais, les tu bien fait de le redire. bah, ça fait partie du cahier des charges souvent, hein, dans ce qu'on nous demandait dans le plastique, contact alimentaire, quoi. Donc là, boum, on divise la quantité de colorants enfin de pigments utilisables par je sais pas combien, quoi. Et tu avais des colorants. Alors, tu as parlé que tu avais des colorants minéraux. Est-ce que tu avais des colorants végétaux? Est-ce que tu en avais au Non, moins un ou non, rien non, du tout? non, non, Pas de végétaux. pas de OK. végétaux. Mais enfin, je pense que c'est principalement par rapport à la résistance thermique. Clairement, il faut que ça passe la température de transformation. Je suis sûre Et que il y a, tu vois des alternatives à ça? Parce que tu vois, il y a beaucoup de chercheurs là qui sont en train de regarder comment ouais, intégrer justement des pigments végétaux issus de déchets, issus ouais, de sources qui sont abondantes et qu'on pourrait réutiliser pour faire de la couleur. Et ils sont en train de travailler l'encapsulation, la ouais, peut-être, oui. micro-encapsulation, etc. Est-ce que ça, toi, c'est vraiment, je te prends au piège parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que ce sont est-ce que tu penses que par la technique, on pourrait réussir à gommer les défauts entre guillemets des colorants végétaux? Bah, moi, je pense il faut essayer, il faut expérimenter, mais surtout, faut trouver un modèle différent, en fait. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, mais c'est pas, C'est pas en copiant le synthétique. voilà, c'est pas en utilisant aujourd'hui des presses à injecter, des extrudeuses, peut-être qu'en transformant le plastique différemment, si c'est possible. Encore, je suis pas experte, voilà, j'ai Mm. ma modeste expérience, mais voilà, il y a aussi des façons de teinter le plastique. Peut-être qu'il y a des teintures qui peuvent tenir ou avec des apports différents. Pourquoi ce serait impossible tant qu'on n'a pas essayé? Essayer. Et Voilà, un truc juste, qui c'est était, sûr que ouais, vas-y. pour faire de la teinture de masse, pour faire des tonnes et des tonnes de colorants pour colorer, j'en sais rien moi, des abris de jardin ou des trucs, ça me paraît pas du tout adapté, quoi. Mais même, Ouais. je t'ai entendu en parler une fois par rapport à la surface disponible enfin, tu sais, la De terre, de terre culture. culture enfin, pour les plantes. Je pense faudrait cibler des applications où ça apporterait de la valeur ajoutée, justement, d'utiliser ça. Mm. Et Ouais. puis, Notamment, tu vois, la coloration capillaire, ouais, comme il y a bah oui, beaucoup de oui, gens qui font des allergies avec oui. la synthèse, Ouais. ben, en fait, mettre en priorité sur... Alors déjà, je rebondis sur ce que tu as dit, Mm. ne pas vouloir mettre de la couleur végétale en copiant la couleur de synthèse, mais en Non, réinventant des modèles, ça c'est ouais. génial. Et là où ça a du sens en priorité, parce qu'effectivement, il y a les plantes cultivées, Mm. gros clin d'œil à toutes nos agricultrices et agriculteurs en France et en Europe et dans le monde, hein, parce qu'on en a des pays francophones. Mais aussi un truc que tu dis, enfin que je voulais rajouter, c'est que aujourd'hui il y a plein de gens qui cherchent encore une fois dans les déchets industriels ou les déchets agricoles. Enfin, il faut plus dire déchets hein, Oui, non, d'ailleurs, mais hein, mais voilà. bon, c'est compris. Hein. Les reliques. Mais je me suis non mais les coproduits, Voilà. bon bref. Et en tout cas, c'est vraiment ça pour moi aussi qui peut être une tu vois, une autre source, mais encore une fois, il faut que ce soit fait intelligemment, il faut que ça serve. Et là, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, qui dira, et le prix, Non, mais bah oui, évidemment, oui. Mais c'est pour oui, ça, après, ça peut être utilisé aussi je pense comme, enfin, par rapport à toutes ces costumières, tu disais, qui essaient de reproduire, même à, moi, l'appétence de comprendre comment ça se faisait au temps des Égyptiens, tout ça. Enfin, pour la culture, c'est super important, je pense, c'est super intéressant pour la culture et l'expérimentation. Mais mm, après, reproduire le modèle industriel tel qu'il est aujourd'hui et vouloir le transformer en naturel comme ça, je suis pas sûre que ce soit la bonne le façon de bon le faire. angle, quoi. Ouais. Ouais, t'as Mais raison, créer complètement. une valeur ajoutée sur quelque chose, ne serait-ce que peut-être une forme j'allais dire de luxe, mais voilà, Mm. Qui est en avance sur le sujet. Hein. voilà, C'est par quand même eux exemple, qui tirent dans certains domaines, ouais, utiliser des carrément. matières super nobles et les teinter de façon super noble pour en faire un produit d'exception, ça peut être une piste, j'en sais rien. Mm. Est-ce que Ouais, il c'est y a ça, sur des matières comme la soie, ouais, c'est etc. Ils refont exactement à des ça que je trucs. pensais, ouais.
On a justement un épisode qui sort aujourd'hui sur Ah, la soie et le luxe. Tu vois, comme quoi on est complètement alignés. Bon, top. Donc ça, hyper intéressant. Trouver une autre approche. Qu'est-ce qui pour toi, parce que comme diraient certains, la couleur végétale, personne n'en a besoin. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? Qu'est-ce qui pourrait faire que demain on se dise, oh mon Dieu, on arrête les colorants de synthèse? En fait, est-ce que c'est des rapports médicaux qui montrent que, je sais pas, comme il y en a eu, hein, qui montrent que ça colore le placenta des femmes enceintes, que ça tue, je ne sais trop quoi. Bon, bref. Est-ce que c'est forcément quelque chose de sanitaire, d'environnemental ou une loi? Qu'est-ce qui pourrait ou comment on pourrait avoir un déclic en tant que consommateur de se dire, oh, non, en fait, il faut vraiment que on passe à la couleur végétale. ça me fait penser à plein de choses, mais il y a déjà plein de lois qui sont passées chez nous en Europe pour interdire des produits, je pourrais pas te dire vraiment lesquels, mais qui sont quand même utilisés ailleurs dans le monde et on finit par aller les acheter pour qu'ils arrivent sur notre marché parce que bah, c'est moins cher, que c'est plus facile et voilà. Mais en effet, déjà retirer certains produits dans ce qui touche à la cosmétique, moi je pense que en tout cas c'est ce qui moi en tant que consommateur me toucherait le plus quoi, de me dire je veux pas m'étaler tel Ouais. produit. Bon, je te dis ça, puis j'en ai respiré pendant 4 ans parce que bah, je travaille Oui. dedans, hein. Donc Mais tu voilà. vois, sur la cosmétique, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu quelqu'un qui travaillait sur le sujet. Et il m'a dit, aujourd'hui, tellement les gens ont peur de mettre de la saleté ou que ce soit reproché Mm. qu'il y ait de la saleté dans leurs produits pour la couleur, qu'ils n'en mettent plus. Mm. Donc en fait, les marques de cosmétiques, elles veulent du blanc. Et c'est-à-dire que même si tu travailles un extrait végétal qui donne une Mm. couleur, donc un Ouais. joli vert Mm. ou une couleur naturelle, et ben en fait, ils la dégagent parce que les clients, ils veulent, enfin Bon, pas les sauf que clients, le ouais, blanc, hein, vas-y. c'est un pigment aussi, hein. Non, je dis ça. Non, mais Bah si, dis-le, il y en a bah dans dis-le, tout. ouais. Enfin, le blanc, c'est enfin, principalement du dioxyde de titane, quoi. Donc, je sais pas s'il y en a vraiment dans les maquillages et tout ça. Ça, je suis pas spécialement au courant, mais en tout cas, dans une peinture blanche, c'est une peinture qui est chargée en pigment dioxyde de titane. Et Donc, qui n'est pas forcément hyper bon. bah, il y a des études qui se font sur ça. J'avais travaillé un peu sur ça aussi. Il y a eu vraiment des pourparlers sur le côté cancérigène du dioxyde de titane, je pense. Moi, j'ai des marques de cosmétiques qui m'ont contacté justement en me disant, est-ce que tu as une alternative naturelle au Mmh, dioxyde de titane, tu ouais. vois? Donc c'est marrant Parce que qu'on en parle. alors, je m'avance sur des choses dont j'ai entendu parler, hein, mais de mes connaissances, c'est ce qui sert à faire écran, par exemple, dans les produits solaires. Donc, il y en a beaucoup dans les crèmes solaires. Mmh. Sauf que il y a eu toute cette histoire sur les nanoparticules. Est-ce que ça passe à l'intérieur de la peau? Enfin, voilà, c'est des questions, quoi. Ouais, Mmh. ouais, d'accord, ok. Donc il y a encore des choses à. Ouais. Mais tu fais bien de le dire que le blanc, c'est quand même un pigment qui est Oui, mis. oui, Enfin, enfin, ouais, on a l'impression que le blanc, c'est une absence de couleur, mais en fait, non, c'est un. c'est une couleur. Ah, Ouais, c'est une couleur. sauf si on utilise une matière qui est blanche d'origine. Hmm. Mais je sais Si pas tu veux moi. blanchir quelque chose, il faut mettre du blanc. Voilà. Bah, alors en teinture, non. Non. Enfin, on peut décolorer une fibre, je dirais plutôt. Enfin voilà, on Ouais, va la il blanchir. disait blanchir au Voilà. soleil, je crois, tu sais, pour Un que bon coup de ça. javel, ça va. Ouais, non, mais Javel, non, mais. Non mais je rigole, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a aussi. Mais en peinture, pour avoir du blanc, une résine, quand on fait de la peinture, elle est pas blanche. Elle est, D'accord. je sais pas, ça dépend du type de résine, mais il faut imaginer que ça ressemble à, je sais pas, du miel. Enfin voilà, c'est Ouais, d'accord. visqueux, Donc il faut reblanchir. ouais. Hmm. Ok. Bon, et franchement, c'est hyper passionnant. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des éléments, des choses qui veulent creuser, parce qu'on a lancé quand même pas mal de pistes ouvertes. Après, je parle de Euh, choses assez générales, hein. Il y a sûrement des précisions à amener sur plein de choses. non, 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 c'est pas ça. C'est dans le sens, il y a des gens qui veulent venir compléter, tu Ah oui, vois, non, mais pas de problème. sur les sujets sur les questions qu'on a soulevées toutes les deux. C'est avec grand plaisir. Alors, j'ai quelques questions rituelles, mais je vais t'en poser que quelques-unes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles à transmettre ce que tu as appris? Parce que tu couvres quand même pas mal de domaines d'application dans un domaine qui est recherché et qui est important. Et comment tu fais aujourd'hui pour pouvoir transmettre ça? Alors, moi, je me rends pas forcément compte que ce que je sais est pas forcément su à d'autres endroits. On en a parlé toutes les deux. Euh,
on va dire sur un côté plus personnel, et ça va relier un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté artisanal. Moi, ma passion des couleurs, je l'exprime, comme je manque un petit peu de façon de l'exprimer sur le côté plus artistique, je vais l'exprimer au travers du vêtement et de la couture. Donc, enfin, je vais dire plus globalement l'art du fil, parce que je fais plein de choses, et ça me permet, voilà, d'encore plus extérioriser cette passion-là. Donc, j'ai appris, enfin, je suis devenue couturière, voilà, plein de choses. Après, bah, via ça, j'utilise un peu les réseaux sociaux, bon, avec mes modestes connaissances, pour voilà, parler un peu de couleurs de temps en temps, montrer ce que j'ai fait. Et j'en parle autour de moi parce que Mmh. je me suis rendu compte que finalement le mot passion n'était pas trop fort. Enfin, quand on parle de sensibilité, et qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui arrivent pas à l'exprimer, mais c'est en voyant d'autres personnes en parler que ça viendra peut-être. Puis on peut échanger comme ça, c'est chouette. Et enfin, donc ça c'est plus sur une perspective, mais moi j'aimerais bien justement transmettre. Je pense que c'est le mot qui me... Je suis dans une période professionnelle où je cherche à poursuivre dans ma voie et à ouvrir en fait à d'autres perspectives, puisque bon, je suis plus coloriste pour l'instant. Enfin, Mmh. mais comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est aussi les significations des couleurs, la perception, ce que ça influe sur les gens, est-ce que ça peut servir dans le monde de la création, de l'art, du design, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis rapprochée un peu d'écoles aussi un peu plus techniques pour leur proposer éventuellement des cours de couleurs. Voilà. Donc pour l'instant, je suis Et t'es basé où, du coup, pour qu'on dise aux auditeurs s'il y a des gens qui cherchent des coloristes, des formations en moi, coloriste ou j'habite à des... côté de Lyon. Enfin, j'habite à Lyon. Voilà, donc dans la région Ouais. lyonnaise, Et je suis pas pour donner fermée des... à faire, prendre des postes en recherche et développement, enfin, ce genre de choses, voilà. Mais Oui, sur ton aujourd'hui, parcours, quoi. voilà, aujourd'hui, le contact avec les étudiants et la transmission de ce savoir, ça me plaît bien. Donc, je Top. réfléchis. Génial. Bon, top. Je- Bon, J'ouvre mes et perspectives. bon, encore une fois, on le redit, hein, si jamais vous avez envie d'échanger avec Marion, on mettra tes Mais aussi, coordonnées pour que, ouais. voilà, vous n'hésitez pas. T'as quand même, tu combles pas mal de domaines. Moi, tu m'as personnellement aidé comme je disais au début, à remettre des pièces de puzzle, à comprendre un peu les enjeux et les ponts entre les différentes applications. Euh, J'ai dernière question, deux dernières questions, allez, pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Est-ce que tu as un livre sur la colorimétrie ou une ressource qui pourrait être utile pour les auditeurs qui ont envie de creuser, de comprendre un peu de quoi enfin voilà, de se renseigner davantage? Alors, je pense pas que j'ai des livres inconnus, parce qu'à mon avis, vous les avez déjà tous entendus. On n'a pas trop parlé du coup de mon rapport à la teinture végétale non plus, parce que tu te Ouais. rappelles, j'avais fait dans ma curiosité couleur. J'essaye de pas être trop longue, mais voilà, Non, vas-y. je comment dire, je prends toutes les perches que la vie me tend, qui peuvent m'aider à découvrir de nouvelles choses en termes de couleurs. Et par ce biais-là, j'ai visité les jardins du Conservatoire des plantes tinctoriales à Loris pendant mes vacances. Et en 2020, j'ai fait un stage d'ailleurs, tellement ça m'avait plu. J'ai tout le matériel pour en faire, mais pour l'instant, j'ai pas franchi le cap. Et donc, il nous avait conseillé d'acheter un livre que j'ai acheté, c'est le guide des teintures naturelles avec plantes à fleurs. Je sais pas si Mhm. enfin, je pense que vous C'est connaissez. Marie Marquet ou Marqué. Je l'ai c'est sous les Marie yeux, c'est pour ça Marquet? que je regarde là. Ouais. Et j'avais aussi acheté le teinture végétale de Aurélia Wolf. De Aurélia Voilà. Wolf. Donc ça, c'est pour pouvoir tester à l'occasion. Top. Et Bah, sur le qu'on côté salue. un peu plus design et signification des couleurs, je m'étais fait offrir, ça s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Causse. Alors, Ah oui. Tu l'as là devant attends, toi pour me montrer? Je l'ai. Ouais, c'est ça. je te parle? Jean-Gabriel Ouais. Causse. Ouais, Jean-Gabriel Causse, on m'en a parlé. Après, C'est pas, il est pas président du Centre de la couleur ou c'est un truc comme il ça. est membre du Comité français de la couleur, C'est d'après ce qui est ça, écrit sur le... c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que ça me parle. Ok. Mais voilà, après, c'est très agréable voilà, de réfléchir un peu aux significations que ça peut avoir, aux impacts que, voilà, j'ai bien aimé.
Génial. Eh ben, écoute, Ouais. merci parce que celui-là, on l'avait pas. Ah, tu vois. Bah, tu vois, et comme quoi, faut pas Ouais. partir. Est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais nous recommander à la fin des épisodes de podcast? On se Ouais. passe le micro. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait nous aider sur la partie couleur végétale ou colorimétrie, qui pourrait être intéressant à recevoir sur le podcast pour continuer à explorer tout ça? Ah, pour faire de la colorimétrie pure, enfin voilà, il y a sûrement d'autres coloristes ou des enseignants en couleur. Après, je j'ai pas trop de Tu contact sèches. avec eux. Voilà. Bon, ok, top. Bon, c'est pas grave. Si t'avais pas d'idée, c'est pas Ouais, grave. Ou je si suis désolée. tu penses à quelqu'un, après Ouais. tu nous diras. Bon, en tout cas, Marion, moi, je voudrais te remercier parce que je sais Écoute, que c'était pas facile pour toi de venir raconter, mais je trouve que c'était hyper intéressant de voir c'était agréable de se la relancer un peu tout ça. formulation. J'espère que ça vous a intéressé, surtout. J'ai pas dit Ouais, de carrément, bêtises. franchement. Non, non, c'est top. Et franchement, ça nous permet de voilà de raccrocher les wagons, de voir un peu des sujets qu'on avait un petit peu abordés partout dans des épisodes et un peu de les regrouper. Donc c'est vraiment chouette. Alors Marion, je voulais savoir s'il y avait une question ou un sujet qu'on n'avait pas abordé ou quelque chose que tu voudrais compléter par rapport à notre épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas assez creusé selon toi et que tu as envie de nous approfondir? Eh ben, en préparant le podcast, j'avais réfléchi un petit peu aussi, et je pense qu'on en a pas beaucoup parlé en termes de formulation. C'est que la couleur, c'est pas forcément comment dire, la première contrainte qui se met dans le produit. Je prends l'exemple de la peinture. En fait, il faut toujours qu'il y ait, on a parlé de la stabilité, on a parlé de la reproductibilité des pigments, tout ça, mais il faut aussi prendre en compte le taux, en fait, de couleur qu'on va mettre dans son produit. Déjà, ne serait-ce que par la taille de l'emballage. Si vous avez un pot qui est rempli à 95% et que vous rajoutez 6% de colorant, bah, ça déborde. Voilà. Hmm. Il faut aussi prendre en compte la façon, enfin, qu'il y ait de la place pour que ça se mélange correctement dans le pot de peinture. Et aussi la stabilité de votre formule. C'est-à-dire qu'une formule, ça va être un mélange, on va dire, travaillé entre une résine, des charges, des épaississants, des additifs qui font qu'à la fin, vous remplissez le cahier des charges. Donc, vous avez la bonne viscosité d'application, la bonne viscosité en pot, que vous avez, voilà, que ce soit la peinture que vous avez cherchée. Si là-dedans, vous rajoutez X% de colorants donc de pigments qui ont, eux, leur propre fluidité et leur propre viscosité, bah, vous Ouais. pouvez en fait décaler Ouais, dégrader voilà, ouais, la dégrader la base. formule, dégrader Ouais, les spécifications de la formule que vous aviez au départ. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. d'accord. Et Donc pour les plastiques, ça marche aussi, c'est-à-dire que on n'en a pas trop parlé, mais nous on fabriquait ce qu'on appelait des mélange-mètres, ça veut dire des concentrés pigmentaires qu'on vendait aux clients et que eux utilisaient à un certain taux d'utilisation. Et ben moi je peux pas mettre 99% de pigments dans mon plastique, c'est pas transformable. Donc j'étais contrainte d'utiliser un certain taux de pigment dans mes granulés de plastique. Et après, je devais fournir à mon client un taux d'utilisation. Et lui, en termes de prix et de ratio, s'il m'a demandé un colorant à 2% d'utilisation et que je lui dis, bah, pour obtenir la couleur que vous voulez, il faut l'utiliser à 5%, ça sera pas le même prix et ça sera pas le même revient pour lui. Voilà. d'accord, On j'avais en a pas pas trop du tout. parlé de ça, Ah non, non, c'est mais hyper c'est aussi, intéressant. ouais, Ouais, donc du c'est aussi coup, il y a intéressant. cette notion En compte. de, Mm. ouais, comme tu dis, de ratio Mais c'est en ça, fait, de dans la pourcentage. transformation enfin, dans la mise à la teinte, il faut toujours prendre en compte aussi, bah, le contenant qu'on va avoir. Enfin, il y a toutes les caractéristiques dont on a parlé, que ce serait la résistance à la température, aux intempéries, tout ça, machin. Mais dans la transformation, dans la commercialisation du produit à la fin, bah, il faut quand même que ça soit, enfin, que ça suive les contraintes industrielles de la personne d'après. Donc, Hmm. si c'est, je J'avais pas sais pas, pensé à ça. parce que par exemple, la viscosité de la peinture, c'est sûr que quand une personne lambda va acheter son pot de peinture à Casto pour peindre sa cuisine, limite, il s'en fiche, sa peinture, elle s'applique. Hmm. Mais ça a été réfléchi en fait pour qu'elle Ouais, s'applique et ouais, qu'elle soit ok. utilisable avec un rouleau et que voilà. Et demain, un peintre en bâtiment dont c'est le métier, lui, il va pas utiliser un rouleau, il va utiliser un pistolet par exemple. Et ben Ouais. la fluidité de la peinture, c'est pas la même.
Ouais, d'accord. Donc il y a aussi ces La critères-là curiosité, des gens à l'usage et surtout ce que tu dis de B2B, c'est quand tu revends toi ton mélange de couleurs oui, pour ça, une c'est application. dans le Ouais, plastique. Oui, c'est ouais, sûr ça que c'est hyper important. ça fait partie des critères du cahier des charges, c'est un taux d'utilisation. Parce que dans le monde du plastique, voilà, les gens, ils achètent le colorant comme enfin, en tout cas, ceux que moi Hum. avec qui j'ai travaillé, ils achètent le colorant comme une matière première. Donc eux, ils vont mélanger leur matière première, leur colorant, leur additif, enfin, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais pour eux, il faut que ce soit fourni avec un taux d'utilisation et que ça leur donne la bonne couleur. D'accord. Si ça marche Et, pas, je rajoute une question, du coup, c'était pas prévu, mais est-ce que tu sais à peu près le prix d'une couleur dans un produit? Est-ce que tu sais, non, tu sais pas combien coûte, en fait, c'est c'est variable? extrêmement fluctuant en fonction de la matière qu'on utilise. Il y a des D'accord. pigments qui coûtent extrêmement cher et il y a des pigments qui coûtent rien. Enfin, rien. Oui, Moi, oui, on s'entend. je devais faire les prix aussi. Donc, évidemment, dans une formulation colorée, si on vous demande une couleur, donc je prends le monde du plastique parce que c'était ça surtout, on me demande un colorant pour une matière plastique dans laquelle je dois mettre justement des colorants et que je dois, pour atteindre la couleur, il faut que j'utilise un colorant à 90 € le kilo et que c'est le seul moyen, bah, voilà, le prix final, le client, on lui dira, bah, si vous voulez ce rose, ce sera tant d'euros du kilo. Par contre, si vous voulez ce blanc, ce sera peut-être 10 fois moins cher. Parce que ce Ouais, que j'ai mis d'accord. dedans, c'est pas la Ouais. même nature. Ouais, c'est comme en végétal, tu as des Ouais. colorants issus de pépins de raisin qui coûtent rien, 3 fois rien, entre guillemets, et tu as la cochenille, par exemple, qui va coûter la peau C'est des ça, fesses. exactement. Après, Ok. est-ce que c'est dû, je sais pas ce qui fait le prix, bon, mis à part le marché et tout ça, mais j'imagine que certains colorants de synthèse sont plus difficiles à À synthétiser. formuler, Ouais, ouais, à ouais, je synthétiser. sais pas. Ouais, Il je y a sais pas sur d'autres. la synthèse. Mm. Je sais l'expliquer sur le végétal, c'est en fonction Oui. de la rareté, s'il y a un Oh, mais élevage, il s'il y y a a de ça beaucoup de aussi, oui, oui, transformation, ouais. etc. Sur la synthèse, j'avoue, je ne sais pas. Et c'est sûr Ok. que les pigments minéraux sont beaucoup moins chers que les pigments organiques, par exemple. Mais beaucoup moins Voilà. renouvelables aussi. Et ouais, bon, c'est un autre sujet. Bon, bah écoute, merci Marion pour cette Je t'en précision. prie. Et puis top. Bon bah merci beaucoup. Merci. Bon, nickel. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions et que surtout si vous avez envie d'échanger avec moi, il n'y a aucun souci. Je mettrai ton adresse Voilà. mail Mm. dans le descriptif. Top. Bon bah Marion, merci Mais- beaucoup. Même toi, si tu as d'autres questions ou que tu veux qu'on creuse un Ouais, sujet un peu plus profondément, n'hésite pas. super. Bah merci beaucoup Marion. Merci beaucoup.